et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claire. Salut Claire. Merci pour votre invitation. Salut tout le monde. Claire, tu es née où et quand? Où et quand? Je suis née à Strasbourg en 1988. Voilà. Tu investis où? Alors, je ne vais pas dire les villes, mais c'est en Alsace. Voilà. Est-ce que tu fais plutôt de l'achat-revente ou du locatif, du coup? Du locatif pour l'instant, et dans le futur, de l'achat-revente. Quel est ton objectif dans la vie? Toujours être heureuse et indépendante. Ok. C'est quoi l'immobilier pour toi? C'était une histoire de famille. Mais on m'a dissuadée d'en faire, donc c'est assez marrant. Et puis, c'est surtout aujourd'hui une source de revenus qui me permet d'être libre et de faire vraiment ce que j'aime, en fait. Sans être une forceuse de la vente pour les formations en ligne, par exemple. Voilà. On va en parler. Investir au féminin, est-ce que ça change quelque chose? Oui. J'aurai une anecdote sur ça après, si on a le temps d'en parler plus tard. Ok. Un petit mot pour le fun. Ah bah toujours rire, hein. Moi je suis comme vous, en fait je trouve que voilà, la vie elle est assez compliquée, il y a assez de gens embêtants, donc il faut savoir rire de tout, avoir de l'humour, ça permet de prendre de la distance, de toujours avancer, et puis voilà, nos erreurs, ça permet peut-être de les partager à d'autres, ça permet de raconter des trucs et d'en rire plus tard, donc voilà, toujours rire, toujours l'humour. Ok, génial. Alors Claire, est-ce que tu peux nous dire donc aujourd'hui qui tu es, qui es-tu plutôt dans ce sens-là, et surtout quelles sont ta ou tes activités? Avec grand plaisir. Donc encore une fois, ça me fait très chaud au cœur d'avoir été invitée parmi ces portraits de femmes franchement vraiment très prestigieuses, ce que je disais hors enregistrement, mais que vous avez sur la chaîne. Donc voilà, vraiment super le boulot que vous faites. En plus, vous me faites beaucoup rire. Je trouve que vous partagez du super contenu gratuit. Non mais je le dis aussi en payant. Alors je n'ose même pas imaginer ce que c'est, mais voilà, vous faites un super boulot et pour ça, gros respect les filles. On a, je pense, toutes les trois ces valeurs d'entraide et de partage. Donc c'est aussi, je parle de ça parce que c'est un point commun qu'on a. Je suis beaucoup dans le partage, c'est pour ça que je suis pas mal sur les réseaux sociaux. Donc pour me présenter, donc je m'appelle Claire, je suis à Strasbourg, j'habite à Strasbourg, c'est de là que je viens, j'ai un petit peu voyagé. Je suis une juriste puisque je suis diplômée huissier de justice. Donc c'est à cette profession que je me destinais. Et puis aujourd'hui, je suis une investisseuse et formatrice. Donc en fait, j'ai plusieurs business en ligne parce que, comme je vous disais, j'ai vraiment envie d'avoir une indépendance, donc différentes sources de revenus le maximum possible. C'est encore une chose à laquelle je travaille pour toujours en avoir plus, comme vous, je pense, c'est tout au long de la vie, on va faire ça. Voilà, après, au niveau du partage, je suis aussi co-administratrice du groupe Facebook Bâtir son empire immobilier. On est plus de 12 000 investisseurs et futurs investisseurs à l'heure où je vous parle. Et puis sur Instagram, je partage aussi pas mal sur mes activités, notamment le juridique, la location courte durée sur Claire D'Huissier, mon compte Claire D'Huissier. Voilà, si vous voulez me retrouver. Voilà ce que je fais globalement. Trop bien. Mes investissements, bien sûr. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé d'investir dans l'immobilier? Oui. Alors, ma première priorité, c'était d'avoir un business en ligne parce que ça me faisait vraiment rêver de voir ces gens qui gagnaient beaucoup plus que moi à l'époque. Je gagnais 1 599 € net par mois, donc ça fait quand même pas rêver. Le plus haut salaire que j'ai eu, c'était 1 930 € net, dont 50 € de SNCF, donc ça fait 1 880 € net pour 39 heures, si on enlève cette partie SNCF. Donc voilà, je me suis dit, punaise, jusqu'à la fin de ma vie, c'est quand même pas ouf. J'étais vraiment épuisée de mes semaines, donc je me suis dit, ok, business en ligne, ça peut être pas mal. Puis après, je me suis dit, ouais, mais avant de quitter le CDI, quand même, j'ai entendu que l'immobilier, ça pouvait être bien pour notre retraite, et puis même peut-être, pourquoi pas, sur le chemin jusqu'à la retraite, avoir du cash flow, ou peut-être des plus-values. Donc je me suis un peu intéressée à ça. Après, on va pas se mentir, avec un salaire à 1 599 € ça va pas forcément très loin, mais j'aime bien dire que j'ai usé le CDI jusqu'au 100 pour investir le maximum sur ça. Et donc, je me suis endettée au maximum possible. Et puis, dès que j'ai eu l'endettement maximum, je suis partie. Donc, c'est vraiment dans un souci d'indépendance et de retraite. Ok, voilà. Génial. Et alors, ça me donne envie de poser plein d'autres questions. Je vais suivre le fil conducteur. Et t'as une autre question? Ouais, j'étais en train de dire, ok, alors donc du coup... On suit le fil conducteur et après on peut divaguer. Tu épuises complètement le CDI, comme ça tu investis et après ça te permet d'entreprendre
en n'ayant pas zéro, mais en ayant déjà une base qui te permet d'entreprendre sereinement. Ouais, tout à fait. Le cheminement est top. Et donc aujourd'hui, donc tu nous dis que tu investis sur Strasbourg, alentour, enfin voilà, au Alsace. Comment tu as fait pour sélectionner bien ce secteur-là? Est-ce que c'est parce que tu es issu d'Alsace ou comment ça se passe? Alors, petite anecdote, quand j'ai voulu investir dans l'immobilier, j'habitais en Franche-Comté et j'étais avec mon ancien compagnon. Donc en fait, je voulais d'abord investir dans la ville où on était. Donc quand on s'est séparés, j'étais un peu triste, on va pas se mentir, mais j'avais plus la rage parce qu'en fait, je m'étais fait tout mon réseau immobilier sur place. Je connaissais les biens où il y avait des grosses charges locatives, des grosses copros, donc je savais que j'allais pas visiter quand je voyais les annonces sortir. Des biens un peu atypiques, je voyais le potentiel, je savais où c'était, je connaissais les quartiers et tout. Donc en fait, j'avais presque plus les nerfs de perdre ça. Bon bref, c'est pas grave, après on reprend comme le poème de Rudyard Kipling, pardon, je sais pas si vous connaissez, Tu seras un homme mon fils, ça il faut vraiment le lire, vous pourriez mettre le lien peut-être dans la description. Enfin bon bref, mais c'est juste pour dire qu'il faut repartir de zéro, et après on repart jamais de zéro, on repart toujours avec une leçon qu'on a prise. Donc bref, tout ça pour dire que je suis revenue donc à Strasbourg d'où je suis originaire, et j'ai cherché des biens où en fait c'était des villes quand même assez importantes. Je voulais au moins 6 000, 8 000 habitants. Toujours dans une optique de revente, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, pour toujours rester indépendante, pour pouvoir revendre plus ou moins rapidement. Je voulais qu'il y ait quand même un hôpital, je voulais qu'il y ait, si possible, un tribunal, voilà, quelques administrations, même si on sait que ça peut être modifié. Et je voulais aussi un critère pas loin de l'autoroute, et qui est une gare SNCF. Voilà, c'était vraiment mes critères par rapport à ça. Et puis un bassin d'emploi, même si là aussi ça peut changer, mais qui est en tout cas de l'emploi ici. Et j'avais aussi regardé, je me souviens à l'époque, le critère de la démographie. Mais là, une des villes où j'ai des biens, c'est une démographie qui baisse. Donc c'était un de mes critères, mais voilà, alors, ça ne se renouvelle pas tout à fait la population. Donc voilà, c'était un de mes critères, mais au final, ce critère-là, je ne l'ai pas trop respecté. Ok. Bien sur ces biens-là, que ce soit avec un cash flow. Parce qu'en fait, avec le cash flow de ces premiers biens, je voulais pouvoir lancer sereinement mon activité entrepreneuriale pendant 12 mois, pas me demander comment j'allais faire pour survivre si j'ai pas de revenus de mes business. Voilà. Donc mon premier critère, c'était le cash flow pour le premier bien. Alors, c'est très intéressant. Du coup, je vais passer sur une autre question. Je garde celle-là. Ouais. Donc, tu dis que tu as analysé le secteur, ok, la gare, les notions d'emploi, etc. Aujourd'hui, tu investis dans quel type tu fais quel type d'exploitation? Est-ce que tu fais coloc, courte durée? Enfin, qu'est-ce que tu fais? De rapport, nu, meublé. Oui, et je voulais que ce soit pas trop loin de chez moi, donc pas trop loin de Strasbourg non plus, pour y aller s'il y a besoin, j'ai oublié de le préciser. Donc aujourd'hui, j'ai des locations nues et j'ai des locations courte durée. D'accord, ok, génial. Top. Et du coup, c'est grâce à ça que tu as pu générer assez de cash flow pour pouvoir quitter ton emploi. Voilà, c'est ça. Alors après, je m'étais laissé 12 mois. J'avais pas de revenus de Pôle emploi, enfin, j'en ai toujours pas d'ailleurs. C'était vraiment, je me jette entre guillemets dans le vide, mais pas trop non plus. Je reste une femme, j'ai besoin de sécurité. Toutes les femmes n'ont pas ce besoin, mais je pense une grande partie quand même. Donc en fait, j'avais mis des sous de côté au cas où. Pas énorme, mais bon, de quoi tenir 12 mois. Et en plus, j'avais ce cash flow donc, de l'immobilier. Mais pas énorme, j'avais 1 000 € par mois à peu près, et sachant que j'étais en différé partiel de remboursement. Donc je savais qu'après les 12 mois, je pouvais plus trop compter dessus. Et puis après, alors je dirais pas forcément d'utiliser le différé pour ça, au final j'ai pas eu à trop y toucher, j'ai un peu touché mais pas trop. Je dirais pas d'utiliser le différé pour ça, je dirais de faire grossir la boule de neige, bien sûr, pour enchaîner sur les projets. Mais voilà, je me suis dit, moi j'ai le droit, une fois dans ma vie, 12 mois, de tenter l'aventure de vivre mon rêve. Donc l'immobilier m'a aidé à ça. Trop bien. Hyper inspirant. Alors c'est marrant parce que tu as parlé d'être une femme et besoin de sécurité, donc du coup ça me fait enchaîner sur le fait que, selon toi, est-ce qu'il est plus difficile d'investir quand on est une femme? Et oui. Alors plus difficile, pas forcément, c'est juste un peu différent. Il y a des points communs, mais qu'est-ce que je peux... Non, alors, en fait, moi, ce que j'ai trouvé difficile, je vais vous dire clairement les choses, c'était au niveau de la force physique, parce que par rapport à un homme de ma taille, j'ai moins de force physique. Enfin, voilà, c'est physiologique, c'est pas méchant ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on a moins de force physique que les hommes, c'est scientifique. Ce que j'ai trouvé difficile aussi, c'était que j'avais l'impression, je n'étais pas prise au sérieux par les artisans. Alors quand je parle de ça, j'ai des hommes qui me disent « Ah mais nous non plus, on n'est pas pris au sérieux et tout ». Donc en fait, c'est... Ouais.
Donc du coup, je sais pas si c'est lié au fait que je sois une femme ou que je sois un peu jeune. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui ont dû me prendre pour, je sais pas, une héritière. C'est mon côté juriste un peu bourgeois qui ressort. C'est ça qui leur a donné l'impression que j'étais blindée, je sais pas. Alors, et en fait, quand je suis venue sur le chantier où moi-même, j'avais mes habits dégueulasses, de la poussière dans les cheveux, du noir sur le visage, c'est là qu'ils m'ont respectée. Voilà. Mais avant ça, non. Alors que je leur avais quand même lâché des devis à plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros, mais c'est pas grave. Conseil de Claire, déguisez-vous. Mettez des fringues sales, déguisez-vous avant d'aller sur le chantier. Non, par contre, c'est intéressant, tu parlais de force physique. Donc, force physique parce que tu as fait une partie des travaux toi-même? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Tout ce qui est évacuation, déchetterie, je trouve que c'est vraiment une partie des devis des entreprises, si on a le temps. Hein, moi, j'avais le temps. J'avais pris le temps, on va dire, de faire nous-mêmes. En tout cas, au début, voilà, moi, j'étais vraiment à l'euro près. Hein, comme je vous disais, je ne peux pas me louper, donc j'ai fait beaucoup moi-même. Et puis aussi, j'ai sous-estimé mon budget rénovation. Donc, c'est moi qui ai fait une partie moi-même avec mon père. C'est mon père qui m'a appris tous les travaux et YouTube, mais surtout mon père. Donc la force physique, j'en ai bien eu besoin pendant plusieurs mois. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta situation familiale? Est-ce que tu investis seule, en couple, avec ta famille, ton papa voilà. Oui, bien sûr, excellente question. Donc non, j'investis seule, je suis toute seule à la tête de mon patrimoine. Alors, je suis juriste, donc si vous voulez, mon cerveau, il est programmé pour voir toujours le pire. Mais c'est pas parce que je suis pessimiste, c'est parce qu'en fait, justement, on veut que ça se passe bien dans la vie. Donc, on anticipe les difficultés, les obstacles qui pourraient se poser. Et c'est vrai que là, comme j'ai vu la séparation, déjà, ça m'avait bien gonflé parce que j'ai perdu mes contacts et que j'ai dû déménager et tout. Bon, bref, c'est pas grave. Mais voilà, je me suis dit, si une séparation, ça devait créer le fait de vendre un bien, bon, ça m'embêterait. Mais d'un autre côté, je pense que je me prive aussi d'une opportunité d'aller chercher plus de financement et des plus gros projets. Donc voilà, en tout cas, à l'instant T, j'investis seule et c'est là où je veux aller pour l'instant. Mais je pense que l'association permet quand même d'aller au next step. Oui, c'est l'étape d'après. Okay. Top. Est-ce que tu peux nous dire du coup, je t'en prie, vas-y, quel a été ton premier investissement? Comment est-ce que tu as commencé, le tout premier? Oui, donc voilà, j'avais pas le time, j'étais ambitieuse. Ça aussi, quand on est une femme, c'est pas très bien vu, votre question d'avant. Parfois difficile d'être ambitieuse. Ouais, enfin la vision que les gens ont, elle veut plein d'argent, non, en fait je veux juste être tranquille et libre, enfin bon bref, peu importe. Donc voilà, tout ça pour dire que j'avais pas le time, donc je voulais un immeuble. Donc mon premier bien, c'est un immeuble de rapport, donc qui a 3 appartements. Dans un des appartements, j'ai effectué une division officielle, donc c'est un appartement en U comme ça, et il y avait déjà 3 entrées. Donc je me suis dit, est-ce que je loue un appartement en enfilade, mais bon, c'est quand même pas top, en U en plus, ou est-ce que je ferais pas une petite division? En plus, voilà, je suis juriste, donc moi, ça me fait pas trop peur de faire les papiers au niveau des impôts, enfin l'enregistrement cadastral et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Okay. Le sanitaire m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour créer une arrivée d'eau, évacuation à tel endroit, pour faire la salle de bain et tout, donc... Ok, et ces lots, du coup, tu les exploites en location courte durée ou en location? Alors, j'en ai, donc du coup, ça me fait 4 appartements dans cet immeuble. Donc, il y en a un qui est en location nue. C'est une personne, un locataire, j'ai acheté avec le locataire. Et donc, il y a pas mal d'investisseurs qui me disaient oui, mais tu t'en fous, tu lui donnes de l'argent, il s'en va. Je sais pas. Moi, je suis pas trop d'accord. C'est pas parce que c'est une personne âgée, c'est un petit monsieur avec un chien. Je trouve que c'est pas parce qu'il y a une nana qui achète. Que ça doit changer son quotidien, quoi. Donc moi je suis plus de la team, c'est pas grave, c'est un peu moins rentable entre guillemets, même si en vrai quand c'est loué ça fait déjà baisser le prix quand même du bien, faut pas l'oublier. Et j'ai déjà exploité mes 3 autres appartements tranquilles. Moi en fait je veux toujours pouvoir bien dormir la nuit, me regarder dans une glace, je veux de l'argent entre guillemets comme tout le monde, c'est pas un peu vulgaire de dire ça, je veux être tranquille, mais je veux quand même être bien dans mes baskets, quoi. Je suis la peste de 30 ans qui a foutu dehors un vieux, c'est pas du tout moi, quoi. Ouais, ce genre de discussion, effectivement. Ouais. Est-ce que tu peux faire de l'argent tout en restant bienveillant et en quelque sorte... bien dormir la nuit. Bien dormir la nuit, ouais. Ouais, c'est parfois compliqué, franchement. Donc voilà, donc moi en tout cas j'ai pris le parti à cette époque-là de laisser la personne, et puis elle est cool, elle paye son loyer, machin. Et donc les 3 autres sont exploités en location courte durée, ouais. Ok, c'est toi qui les gères du coup ou tu fais... Alors là, j'ai commencé avec ma petite sœur qui a une conciergerie. Et elle est pas du tout à Strasbourg. Elle est, en tout cas à l'époque, elle était dans une autre région, mais elle me gérait toute la partie en ligne. Là, elle est revenue à Strasbourg et j'ai décidé de reprendre la gestion en direct parce que j'ai le temps et que voilà, ça fait plus de cash flow. En même temps, je trouve que ça préserve mieux les relations familiales aussi, parce que c'est sûr que travailler en famille, c'est pas toujours facile, ou en couple.
peut-être c'est qu'en fait, c'est un couple sujet, mais voilà. Donc, tu as repris la gestion, donc tu veux dire toute la partie en ligne et également check-in, check-out Non, ça c'est des boîtes à clés. Boîte à clés Ouais, voilà. Avec ma sœur, en fait, on a commencé ensemble. En fait, le deal entre nous, c'était, bah voilà, toi, t'as envie de lancer ta conciergerie, moi, j'ai envie de lancer mes LCD. Bah, tu sais quoi, fais toutes les erreurs sur Mélo. Et puis moi, j'apprends en même temps. Voilà. Et comme ça, bah, toi, tu feras plus d'erreurs quand tu géreras des biens d'autres personnes. Mais je lui dis vraiment, fais toutes les erreurs, il n'y a aucun problème, je t'en tiendrai pas du tout rigueur. Et par contre, dès qu'il y a une bêtise ou un truc, tu m'en parles et on trouve une solution ensemble et puis on avance. Donc c'était super cool de vivre cette aventure avec elle. C'est top, je pense, pour les deux, ouais. Et du coup, bon, vu que tout est automatisé au niveau boîte à clés, prestataire de ménage et tout, tu y vas à quelle fréquence voir tes biens? Excellente question. Et bah ça dépend vraiment des fois. Une fois, j'y ai pas été pendant plus de 6 semaines et là je me suis dit, wow, c'est quand même... je me sentais presque mal, quoi, voilà. Et je suis plutôt d'avis d'y aller au moins une fois par mois quand même. Je trouve qu'on a un bien... Voilà, pour vérifier que tout aille bien, toujours contrôler, hein, même si j'ai des prestataires de confiance, toujours contrôler que ça aille. C'est aussi moi qui ai fait une partie des rénovations, alors pas le gros œuvre, mais je connais les points faibles, les points forts des apparts, donc je vais toujours contrôler que ça se passe bien pour les voyageurs, pour mes prestataires. Je suis super haute sur Airbnb, je suis numéro 1 booking sur ma ville, donc je pense qu'il faut quand même garder une vigilance par rapport à ça. Enfin, en tout cas pour moi, ça me tient très à cœur, j'ai le souci d'excellence, quoi. Voilà. Et ça, c'est un truc quand même de passer, mais pas plus que tous les mois ou toutes les 3 semaines, quoi. Je voulais juste dire aussi, donner en fait une alerte aux personnes qui nous regardent, qui nous suivent. C'est que on vous dit sur Internet, ouais, l'automatisation, trop facile, trop bien. Ça, moi, je suis pas. Je trouve que c'est bien l'automatisation au maximum, hein, comme vous, je pense. Je voyage 1 semaine par mois minimum, donc j'ai envie d'être tranquille. Mais je pense que c'est très important de garder un œil sur ses biens. Donc faites attention quand on vous vend des trucs, oui, full automatisation, vous faites rien, ça, c'est pas bon. À mon avis, à long terme, c'est pas bon. Ouais, je suis d'accord. Ouais, toujours avoir un petit œil quand même sur son business. Hein. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout dans l'immobilier? Ah ouais, alors ça, j'ai noté, mais honnêtement, j'aurais pas besoin de noter quand j'ai préparé la discussion. Et ce qui me rend dingue, mais vraiment dingue, c'est de dépendre des autres. Parce que tellement cette valeur d'indépendance. Alors, tu dépends de l'agent immobilier pour qu'il t'envoie la fiche. Donc, toi, t'es comme une dingue. Tu te dis, waouh, si le bien il part, hein. Tu dépends du banquier. Tu dépends des entreprises qui viennent un peu si elles ont envie ou pas. Bon, après, moi, j'ai pas très bien, je pense, maîtrisé mon suivi du chantier de mon ma première grosse réno. Mais bon, bref, ouais, dépendre des gens, ça me rend dingue. Ok. Et vous, du coup? Moi, ça me parle bien, ça dépend, ça m'énerve. Ouais, moi, ce que je déteste le plus, c'est la paperasse administrative. Hein. C'est ça, par-dessus tout, ça me gave. Bon, en même temps, toi, t'es juriste, peut-être t'as l'habitude, t'es quelqu'un de très carré, je pense. Moi, ça me gave. Moi, il y a peut-être plusieurs choses. Il y a des gens parfaitement incompétents. Ah oui, c'est ce que l'agent immobilier à qui tu poses des questions et qui répond à aucune question, qui te dit je ne sais pas ou je vais demander et qui ne demande pas. Et qui dit j'ai demandé au propriétaire et il sait pas. D'accord, très bien. Et on s'arrête là. Ouais, on s'arrête là. La déco. Je déteste la déco. J'adore les travaux, mais je suis une quiche en déco. Et puis, effectivement, le fait de dépendre de pas mal d'acteurs. C'est pas mal. Mais ça fait partie du métier. Hein, ouais, écoutez, moi j'ai un petit côté, j'aime bien tout maîtriser. Et du coup, ce qui ne dépend pas de toi, tu peux pas le... ça te parle, hein. Tu ne peux pas le maîtriser. Et du coup, moi, ça serait déjà plié depuis 3 semaines, ce truc. Et ouais, ça peut me faire m'énerver. C'est super intéressant, ouais. Et à contrario, du coup, qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier? Ce que j'adore, c'est que c'est un challenge tout le temps. Parfois, j'ai déjà pleuré plusieurs fois, hein. Je le dis franchement, de toute façon. Je suis assez cash comme vous. Mais j'aime beaucoup que ce soit vraiment un challenge en permanence, toujours trouver des solutions. Là, ils nous sortent les trucs des rénovations parce que... voilà, des nouvelles choses. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Traiter des nouvelles questions. Trouver comment gagner plus aussi. Par exemple, là, tu vois, je proposais à des voyageurs des prestations en plus, mais comment m'organiser, parce que j'ai pas non plus envie d'y passer trop de temps, comment optimiser ce qu'on a déjà. Non, c'est vraiment intéressant d'apprendre tout le temps, en fait. Moi, j'ai vraiment besoin d'apprendre pour avancer. L'immobilier, ça... en fait, on est obligé. Mais oui. Ouais, c'est un grand terrain de jeu et un grand terrain d'apprentissage. Ouais. T'as jamais fini d'apprendre, c'est un truc de fou. Et en plus, comme tu dis, ils changent les règles, donc même quand tu crois que t'as fini, non, faut recommencer. Ouais, c'est comme ça. Est-ce que aujourd'hui, ou peut-être par le passé, ou quand tu as démarré l'investissement, tu as eu ou tu as aujourd'hui des mentors?
Ah oui, excellente question. Bah ça, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup dans l'immobilier, c'est qu'on rencontre des gens de plein de milieux différents, qui sont partis de zéro, même parfois de moins 100, ou des gens justement qui ont une famille déjà très riche. Alors, en fait, bah, mes mentors, ça va être les erreurs des autres. Je sais pas trop si j'ai le droit de répondre ça, mais en tout cas, au début, et si vous aussi, enfin, toi aussi qui nous regarde, t'en es au début de ton parcours d'investisseur ou d'investisseuse, bah, j'ai envie de te dire, va dans des événements. En plus, bah, vous organisez des apéros. Ouais, caché. Événements à venir. En tout cas, voilà, suivez bien ce que font Corinne et Mélanie. Mais tout ça pour dire, aller dans des événements, demander aux investisseurs quelle est leur plus grosse erreur. Moi, c'est marrant, je demandais toujours, j'avais un peu honte, je me disais, oh là là, il va pas vouloir me dire, parce que c'est la honte de dire ses erreurs et tout. Et en fait, j'ai tellement appris comme ça. Donc, mes mentors, c'était les erreurs des autres. Comment ? Je dis, c'est pas mal comme question à poser ça. Quelle est ta plus grosse erreur ? Quelle est la plus grosse erreur que tu fais ? Je trouve que c'est une bonne idée, ouais. Bah ouais, carrément, à rajouter dans votre interview. Si les personnes osent, hein, après c'est toujours pareil. Voilà. Ça demande assez de franchise si on veut bien répondre. Et puis sinon, non, après vraiment des mentors, des figures, ben j'en ai pas précisément, mais j'aime bien prendre le meilleur des personnes. Donc par exemple, bah, ma grand-mère, elle m'inspire parce que c'est elle qui a fondé une agence immobilière qui a été transmise à mon père. Bon, mon père voulait pas que nous on la reprenne avec ma sœur, donc on est parti moi en droit, elle en hôtellerie, puis au final on se retrouve les deux dans l'immobilier, donc c'est assez marrant. Sinon, à part ça, bah, j'aime bien Gilles Grimm, ce qu'il a fait. Je trouve que son parcours est inspirant. Après, tout n'est pas forcément à prendre entre guillemets, mais je trouve qu'il est très très inspirant. Et j'aime bien aussi Ian Darwin, c'est lui qui m'avait pas mal donné envie de me lancer au début. Donc très bon mindset, voilà, qui m'a bien inspiré pour démarrer. Et puis aujourd'hui, les gens qui m'inspirent, bah, c'est des gens que je rencontre tous les jours avec l'IMO. Par exemple, Aurélien, avec qui j'ai le groupe Facebook Bâtir son empire immobilier. Lui, c'est pareil, parti de zéro et un parcours remarquable. Donc voilà. Voilà. Alors, il y a une petite phrase qu'on aime bien dire, l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu aurais une anecdote pour illustrer ça ? Oh là là, ouais, je vais vous raconter, bah, c'est une de mes pires erreurs en même temps, donc ça ira bien avec... Alors, donc c'était l'histoire de Claire qui parle avec l'électricien pour sa rénovation et qui dit, bah voilà, moi j'ai pas envie de négocier votre devis, je suis pas là pour faire des moins au rabais sur votre devis, donc vous me faites payer le prix qui est juste pour vous, mais par contre, en revanche, vous vous engagez sur me livrer le chantier dans le délai que vous décidez. Mais si vous me dites aujourd'hui, je vais mettre 2 mois, je vais mettre 3 mois, 4 mois, je veux que ce soit respecté. Est-ce que c'est bon pour vous ? Il me dit oui. Donc, j'ai pas mis de clause, quoi que ce soit dans les devis, alors que je suis juriste quand même. Parce que, en fait, je pense que les entreprises, elles veulent pas trop travailler avec des gens qui, dès le début, leur mettent des pénalités. Voilà. Bon, bref. Erreur ou pas, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr il n'a pas respecté du tout les délais annoncés. Donc voilà, on est toujours partagé entre le fait de vouloir fighter avec ce genre de personnes et en même temps, faut rester en bon terme parce que faut qu'ils nous livrent la suite du chantier. Donc je me suis dit, ok, comment est-ce que je vais gérer ce truc-là ? Donc j'étais hyper cool, gentil, tout ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'ils me livrent tout, jusqu'à ce qu'il n'ait plus à venir sur le chantier. Et donc à la livraison du chantier, donc il m'a dit, voilà, je vais vous envoyer la facture pour le dernier tiers, la compte. Et moi j'ai dit, vous savez, avec le Covid, la location courte durée, ça marche beaucoup moins bien que mon business plan prévu. Donc en fait, votre dernier tiers, je vais vous le payer en autant de temps que vous avez mis en plus pour me faire le chantier. Voilà. Et en fait, ça c'est une astuce juridique. Mais voilà, alors ce que je dis, attention, ne le faites vraiment pas s'il n'y a pas lieu, parce que là je vois déjà les entreprises, un jour j'avais partagé ça sur Instagram, j'ai un plaquiste qui est venu m'engueuler en privé, pas bon bref. Ça, c'est une arme très puissante juridiquement, mais ne le faites pas aux gens qui ne le méritent pas, quoi. Je veux dire, lui, il m'a vraiment bien eu, retard de malade. Donc bref, il m'a dit, si c'est comme ça, je vous envoie l'avocat. Je fais, ça marche, du coup, votre avocat, si vous me l'envoyez, je lui dirai que je payerai seulement à compter de la décision de justice, que vous allez mettre 18 mois à obtenir, je le sais, je suis dans le milieu. Et en plus, comme il y a le Covid, je dirai au juge que je suis pauvre et que je demande un délai de paiement en 24 mois à compter de la décision de justice dans 18 mois. Donc c'est soit je vous paye là en autant de temps, soit donc ça fait à peu près 1000 balles par mois que je l'ai envoyé, soit on fait votre solution, c'est comme vous voulez. Et du coup il avait vachement les nerfs, mais je l'ai eu comme ça. C'est j'apprécie pas qu'on se moque de moi. Donc l'immobilier n'est pas de tout repos. Tu vois, moi ça m'a créé une charge. Vous voyez, ça m'a créé une charge mentale de me dire, ce mois-ci je dois envoyer 1000 € à l'électricien. Ah ouais, ce mois-ci 1000 €. Non, le solde quoi, sur X mois. Donc moi, je trouve qu'il faut payer les gens tout de suite quand ils travaillent bien. En plus, il m'a fait du bon boulot, c'est juste qu'il me l'a livré beaucoup trop en retard. Donc ça m'a coûté en énergie de faire ça.
Et tous les autres artisans, bien sûr, je les ai payés soit le jour même, soit dans la semaine de l'envoi de la facture. Et surtout, faites très très attention avec cette astuce-là. Ok, super, c'est la première fois que j'entends cette astuce. Et c'est intéressant aussi d'être force de proposition quand tu lui dis, écoutez, soit je vous paye dans les 6 mois parce que vous avez 6 mois de retard, ou on attend la décision de la justice, puis ensuite 24 mois plus tard, le mec il a dû se dire, ok, j'aurai jamais mon argent. 3 ans et demi, ok. Ouais, c'est ça. Alors ça, ouais, voilà. Alors ça marche. Donc c'est l'article 1240 du Code civil si vous voulez aller regarder. Ça marche quand c'est en nom propre. Voilà. Après le juge, il étudie quand même la situation des parties. Hein. Je vous fais quand même le petit topo juridique sur ça. Il va pas l'accorder à n'importe qui. En plus, moi, je gagnais 1599 € par mois, donc j'aurais pu justifier au juge que j'étais une pauvre nana et tout. Bref, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça marche pas pour les professionnels. Et puis oui, il aurait pu me demander des pénalités de retard ou même des dommages et intérêts. Alors après, c'est de la théorie, hein, mais bon, je le dis quand même. Donc attention vraiment avec cette astuce-là. Il m'a rien demandé encore. Bon, après, c'est pas prescrit, hein, il pourrait encore me demander des choses. Quoique, ça fait bientôt 2 ans. Ah si, non, c'est prescrit, du coup, c'est bon. Bon, après, il aurait pu te mettre des pénalités de retard, mais c'était quand même assez malvenu parce que tu pouvais lui en mettre toi aussi, quoi. Alors, même si c'était pas défini contractuellement au départ. Voilà. Alors tu te dis, ok, mais bon, en fait, on est en retard tous les deux, quoi. Voilà. Devant un juge, ça tient pas, en fait. Donc, j'ai pris ce risque-là. C'est vrai que l'immobilier, c'est aussi voir quel risque on est prêt à prendre. Ouais. Ok. Alors, avant de terminer sur la dernière question, on va rebondir sur une question qui est vachement intéressante. Ouais, j'adore. C'est que nous, on considère l'immobilier un petit peu comme de l'entrepreneuriat. Toi, tu as lancé de l'immobilier pour te lancer dans l'entrepreneuriat et c'est ça qui est vraiment riche aussi dans ton parcours. Et en plus de ça, tu dis, voilà, mon objectif, c'est de partir 1 semaine par mois. Ce qui peut en faire rêver plus d'un, je dirais quand même, parce que c'est vrai que c'est vendeur, hein, quand tu dis, tiens, tu te barres 1 semaine en vacances par mois. Comment tu as fait pour mettre ça en place et est-ce que tu réalises vraiment cet objectif du coup? Et d'où ça sort aussi? Pourquoi? Oui, excellente question. Et ben en fait, c'était à l'été 2021, enfin en septembre 2021, je me suis dit, waouh, ça serait vraiment cool si un jour je pouvais voyager 3 mois par an. Peut-être quand je serai à la retraite ou quand je serai. Après, je me dis, non, mais attends, t'as conçu toutes tes activités pour être totalement en ligne, c'est quoi ce délire? Tu peux tout à fait le faire. C'est juste que moi, en fait, donc là, je suis à Strasbourg, j'adore mon chez-moi, j'ai ma famille ici, mes amis, donc je suis vraiment très très contente d'être à Strasbourg. Et je me voyais pas partir 3 mois en Thaïlande et dire ciao à tout le monde et vous me voyez plus. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais couper l'objectif en 12. Comment ça marcherait sur 12 mois? Donc 3 mois par an, c'est 1 semaine par mois. Alors, je n'ai pas encore l'objectif de partir en vacances 1 semaine par mois, je pars en voyage, mais je travaille. Attention, peut-être qu'un nouvel objectif, ça sera d'être en vacances 1 semaine par mois, mais pour l'instant, en tout cas, je le fais pas. D'accord. Donc, un peu... Donc, après, tu te localises dans des lieux qui te font plaisir, t'en profites pour travailler et visiter. Exactement. Oui, exactement. Alors très clairement, j'ai moins de productivité. Enfin, je sais pas comment c'est vous quand vous voyagez, mais moi j'ai beaucoup moins de productivité. Mais c'est aussi, je suis une grosse bosseuse, donc tant mieux. Ça va me casser aussi dans mon rythme, mais il faut que je redescende, quoi. Okay. Et du coup, j'ai une autre question. Donc tu as tes business effectivement immobiliers, tu te sers du cash flow pour vivre de cette activité et en même temps, tu développes une activité entrepreneuriale. Ah, oui. C'est laquelle? Qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu as un business en ligne? C'était ton objectif d'avoir un business en ligne? Est-ce que tu en as un? Tout à fait. Alors aujourd'hui, je touche quasiment plus au cash flow. Je le laisse justement pour construire la boule de neige pour aller sur des projets futurs. Donc mes business en ligne, j'en vis complètement. Pour ça, quand on me dit est-ce que tu es rentière, je sais pas, 1 000 € par mois, c'est pas, enfin, j'estime pas qu'on est rentière. Enfin, ce serait même débile de partir d'un CDI, je trouve, pour ce cash flow-là. Mais bon, bref. Donc tout ça pour dire que mes business en ligne, donc j'en ai plusieurs. J'en ai un qui s'appelle recouvremansfacile.com. En fait, c'est parti d'un blog où je partageais mes astuces juridiques par rapport au recouvrement des impayés. Et en fait, quand je regardais mes statistiques de mon blog, je voyais que c'était vraiment les articles sur l'immobilier qui étaient les plus lus, puisque comme je suis diplômée huissier, commissaire de justice, j'ai l'autorité, entre guillemets, la vision juridique, mais aussi la vision de terrain d'investisseuse. Le délai de paiement que je vous ai sorti là sur le code civil, ça tu trouves pas normalement sur une chaîne YouTube si c'est pas un juriste, quoi. Voilà. Donc ça plaît beaucoup. Donc là, j'ai des formations en ligne au service des investisseurs. Par exemple, je leur apprends donc en ligne à faire un bon état des lieux, à l'entrée, à la sortie. Donc j'ai modèle de courrier juridique, modèle d'état des lieux, voir un peu les problèmes qui pourraient se poser. Qu'est-ce qu'on fait si le dépôt de garantie ne suffit pas à couvrir les dégradations sportives, ce genre de trucs. Oula. Elle est dedans. Oh là, on va en parler. Alors, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là en ce moment, j'ai un investisseur que j'aide carrément à investir, à acheter son premier bien rentable, même si à la base, c'est plus des formations juridiques. J'ai une formation gestion locative. Voilà.
Et j'ai une autre activité, un autre business en ligne, où là, je forme des élèves huissiers, donc des élèves commissaires de justice, en fait, c'est le nouveau nom de la profession, à réussir leur examen. Donc, j'ai formation. C'est ce que j'avais en tête, ouais. Ok. Avec des coachings de groupe, des coachings individuels, voilà. Trop bien. Et c'est toujours dans cette envie de partager, en fait. Apparemment, j'arrive à bien expliquer des trucs compliqués juridiquement, mais pour que ça devienne plus clair. Accessible. Voilà. Tu arrives à vulgariser le truc, quoi, que ce soit accessible. Ok, c'est génial. Donc ça fait combien de temps que tu vis tu as tes business en ligne, tes business en ligne? Alors, recouvrement-facile.com, je l'ai créé en 2017. Devenir huissier aujourd'hui, donc je crée le nouveau blog Devenir commissaire de justice. Celui-là, je l'ai ouvert à l'été 2018. Et en fait, alors voilà, ça c'est pareil, hein, quand on vous dit « Ah ouais, j'ai fait un lancement à X milliers d'euros ». Non mais attendez, regardez depuis quand la personne elle a son entreprise, combien de temps elle y a travaillé. Moi j'ai conçu ça comme un side business, donc c'est-à-dire que j'alimentais mes blogs quand j'avais un peu le temps après mon travail. Hein, je travaillais 39 heures, j'avais 2 heures de trajet par jour, donc c'était quand même pas souvent que j'y travaillais. Mais j'avais tablé sur le référencement naturel de Google pour monter petit à petit. Et voilà, sans forcer, devenir petit à petit en allant des événements, en rencontrant des gens, devenir une personne qui peut contribuer positivement au monde de l'immobilier en partageant gratuitement tout mon savoir, quoi. Voilà. C'est hyper inspirant. Merci pour ça. Et du coup, ce qui nous amène à une très belle transition vers la dernière question. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est ça. Donc, si tu avais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans l'immobilier, peut-être qui a peur, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ouais, très dur d'en choisir qu'un. Dont tout le monde répond se former, hein, j'imagine, donc je vais pas donner ce conseil-là, mais ce conseil est très très important. Et en fait, j'hésite entre deux. Le premier, ça serait par rapport aux finances personnelles, donc vraiment faire le tri sur son compte bancaire, qu'est-ce qui est utile ou pas, mettre de côté tous les mois, voilà, même avec un petit salaire, on peut vraiment mettre des sous de côté, on se rend pas compte des sous qu'on gâche. Et puis l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est de rêver grand. Alors moi aussi, ça me faisait un peu rire quand on me le disait, mais en fait, aujourd'hui, moi, ça me pose problème parce que j'ai pas rêvé assez grand. Je me suis dit, si j'ai 500 000 euros, ça sera cool. Mais en fait, j'ai tellement pas assez rêvé grand qu'aujourd'hui, je suis passée LMP et j'ai absolument pas anticipé ça. Bon, alors, c'est pas grave, hein, après, à chaque step, c'est problème. Et puis, on change, je passerai en société, voilà, peu importe. Mais voilà, quand on rêve pas assez grand, ça nous crée d'autres problèmes. Donc, franchement, on se rend pas compte de la puissance qu'on a. On a beaucoup de ressources. Il y en a même, voilà, venez aux événements, rencontrer les gens en vrai. Et on a beaucoup de ressources pour réussir. Donc, comment on fait pour rêver grand? Excellente question. Moi, je suis pas rêveuse, donc j'aime bien, tu vois, mais comment on fait concrètement? En fait, j'ai envie de dire, voilà, moi je suis beaucoup dans le mental, je vois le pire, je suis juriste, je regarde les chiffres, machin. En fait, peut-être qu'on devrait s'écouter plus là, quoi. Le mental, c'est cool, hein, les chiffres, c'est important, c'est des grosses sommes avec lesquelles on joue, hein, très clairement. Mais rêver grand, c'est dans notre cœur, je pense. Et peut-être l'écouter un peu plus. Écoute ton cœur. Tiens donc. Très très bon conseil, je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'elle est très belle la phrase. Donc écoute, merci. Merci Claire. Merci, c'était top. Merci pour nos échanges. Et puis je te dis à très vite. À très vite. Notre prochain événement. Merci. Salut.